Allez, bienvenue, installez-vous aux troisième conférence du jour. On est très heureux de vous avoir nombreux aujourd'hui. Vous le savez, on aborde sur cette scène tous les sujets qui vous importent, qui vous concernent. Et un sujet qui est important, c'est évidemment comment on s'entoure des meilleurs partenaires pour se lancer soit en tant que distributeur, soit en tant que créateur aussi de liquide ou autre. Et comment on s'entoure donc pour se lancer et comment on s'entoure pour se développer avec un axe plus important qui est celui évidemment des banques. Comment est-ce que financièrement on trouve les meilleurs partenariats pour subvenir à ces besoins qui sont importants. On va donc en parler sur scène avec nos deux invités du jour, Anthony et Arnaud. Olivier est toujours avec nous aujourd'hui. Peut-être Olivier, je te laisse présenter nos deux invités. Ça marche, j'ai l'impression. J'ai choisi d'inviter, et ils nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation, Arnaud et Anthony, qui sont des acteurs grandissants mais encore assez modestes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement d'intérêt sur une conférence sur le financement d'inviter des mastodontes du secteur qui aujourd'hui ont toutes les portes ouvertes. Aujourd'hui, si on veut se lancer dans la vape, est-ce qu'il suffit d'aller dans la première banque qu'on trouve pour décrocher un prêt en montrant ses beaux yeux et son joli projet rempli de cigarettes électroniques, rempli éventuellement de produits connexes. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de CBD qui vient aussi compliquer le déblocage de financement. Donc j'ai choisi d'inviter Arnaud et Anthony parce qu'ils ont un parcours un petit peu similaire. Tous deux ont commencé dans les boutiques et ont lancé ou lancent actuellement leur marque de liquide. Arnaud est même devenu fabricant, donc il a vu un petit peu tout le spectre de ce qu'il est possible de voir dans une carrière de pro de la vape. Donc on va les laisser nous raconter un peu leur parcours et éventuellement donner des conseils à ceux qui aimeraient se lancer dans cette difficile aventure. Super, merci. Alors Arnaud, je te laisse te présenter, et peut-être en 2-3 minutes nous faire ton parcours, ton CV accéléré comme on dit. Ton pitch-nous ton CV. Moi j'ai démarré l'aventure en 2014 par un magasin, une boutique physique, où je ne vous cache pas qu'effectivement la demande de financement c'était quelque chose de coton, parce que la cigarette électronique ça venait de popper et c'était méconnu de nos accompagnateurs bancaires, assurances. Et en 2016 on a lancé une phase de distribution de e-liquide français, et il y a 3 ans on a lancé notre marque de e-liquide Protect. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez une marque de liquide. Et combien de boutiques? 7. 7. À travers la France? Oui, Nord. sur Toulouse. Toulouse, dans le sud. Ok, j'aurais dû l'entendre l'accent. Très bien. Anthony? Eh bien, en fait, effectivement, j'ai commencé en même temps que toi, en fait, quasiment. Bien le micro, bien collé. Ouais. En 2014, avec les mêmes problèmes de financement, tu vas voir les banques, tu es blacklisté parce que tu veux faire de la cigarette électronique. Moi, ce qui m'a, en tout cas, aidé, c'est juste une histoire d'homme. Je suis tombé sur un banquier qui était prêt à me suivre, à qui j'ai inspiré confiance, et qui m'a dit OK. Et puis avec le temps, effectivement, en 10 ans, pareil, aujourd'hui, 6 boutiques, uniquement dans l'Oise pour l'instant. On verra par la suite comment ça se passe. Et puis d'autres projets à côté que j'ai lancés. Et puis là, dernièrement, plutôt une gamme de liquides justement aussi que je suis en train de tranquillement démarrer et lancer. Bon, alors tous les deux, vous êtes lancés en 2014, c'était un peu les débuts. Là, on est 10 ans, 15 ans, 11 ans après. Tu es retourné voir ta banque pour, j'imagine, demander encore des financements pour ouvrir toutes ces boutiques. Aujourd'hui, quand on va voir une banque, est-ce qu'on est bien accueilli quand on travaille dans le secteur de la vape? Voilà ma première question. En 2014, j'entends que non, mais là, on est 11 ans après. Alors, c'est sans doute beaucoup mieux. La parole est à vous. Oui, c'est sûr, c'est un petit peu mieux si on a une gestion qui est assez claire, assez fine, où on n'est pas trop dépensier. Mais par exemple, pour une ouverture de magasin, aujourd'hui, on fonctionne sous fonds propres, parce qu'on a aussi des espèces d'appréhension sur les partenaires bancaires. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous considérons un petit peu plus à la lecture de nos bilans, mais on a moins de difficultés qu'en 2014 pour pouvoir déclencher des prêts bancaires. Ça, je suis d'accord, effectivement, aujourd'hui,
Alors effectivement, beaucoup de fonds propres aussi, mais quand tu veux voir ton banquier, tu as ton historique avec lui. Et aujourd'hui, ça se passe c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a une relation de confiance, il y a un projet, il y a une histoire, il y a pourquoi on fait ce métier en fait. Et quand on le présente bien à un banquier, aujourd'hui c'est facile, c'est plus facile qu'en 2014. Voilà, en tout cas, les banquiers ont plus tendance à voir le marché, voir l'évolution du marché. Ils ont des craintes, mais ils se rendent compte que les craintes sont moins fondées, en tout cas. Et ils suivent avec beaucoup plus de facilité. Alors, quelles sont les craintes, justement, de nos amis les banquiers quand vous venez les voir? C'est quoi les questions, les remarques, les questions qu'on vous pose, les remarques qu'on vous fait, et quelles craintes ont-ils? La première des craintes, c'est une réglementation qui est toujours pas claire. Et quand on fait un investissement, c'est au minimum 3 ans. Si on est sur du demande de financement sur de l'équipement, jusqu'à 7 ans. Et après, sur tout ce qui est immobilier, c'est 15 ans. Et les banquiers, comme tout autre partenaire, je pense, financier, ont besoin de s'assurer du bon paiement des traites jusqu'au terme des remboursements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la première des remontrances qu'on pourrait avoir, c'est votre marché, il est toujours pas stable, il est toujours pas structuré, il est toujours pas codifié. Et dans leur outil informatique, parce qu'un banquier, sans être péjoratif, ça remplit des fichiers Excel. Et quand il y a une case qui n'est pas verte, du coup, c'est une anomalie et il passe au dossier suivant. Donc c'est vrai qu'avec un peu plus d'expérience et de lisibilité sur ce qu'on a fait depuis 10 ans, on peut trouver des arrangements sur des enveloppes qui restent dans leur délégation, mais dès lors qu'on va avoir des projets un peu plus ambitieux, c'est de suite rejeté parce qu'on a aujourd'hui une législation qui est pas assez poussée dans le temps et pas assez claire. Je suis d'accord avec toi. Après, tu as vraiment deux typologies. Et je parle bien d'hommes, parce que pour moi, ça reste des hommes. Tu as les hommes qui vont te dire non, ça sera éphémère, à un moment donné, l'Europe va légiférer et ça ne fonctionnera pas et c'est pas la peine. Et tu as des hommes qui vont avoir peur de cette législation, mais qui vont quand même te suivre parce que justement, voilà, c'est leur délégation. Tu ne demandes pas un crédit sur 20 ans. Les sommes, c'est pas des 500, 600, 700 000 euros. En tout cas, quand tu ouvres une boutique. Donc, aujourd'hui, ils sont plus rassurants, ils sont plus rassurés par l'évolution que ça peut prendre. Mais effectivement, c'était ce genre de remarques qu'on avait. Ça va pas marcher, c'est un phénomène de mode. Et c'était à nous de leur prouver, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, de leur prouver qu'on a les compétences, qu'on s'est plus ou moins formé, renseigné, et qu'on est légitime justement à aider et à accompagner ces personnes. Le problème, moi je l'ai entendu de la part d'un de mes banquiers qui avait eu un autre projet similaire au mien à l'époque, qu'il avait refusé, parce qu'il me dit oui, toi ce que tu me proposes, ça tient la route, tu veux venir aider les gens. Dans le sevrage du tabac, on sait que ça tue énormément de gens, etc. etc. Et tu as pris le temps de le faire. Le projet que j'ai à côté de toi, c'est une personne qui n'y connaît pas grand-chose et qui voulait juste faire de l'argent rapidement et facilement. Aujourd'hui, les banquiers, ça reste des investisseurs. Et l'argent, ils l'ont. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est le projet que tu vas apporter autour qui va faire qu'ils vont te suivre ou non. À mon sens, aujourd'hui en tout cas. Alors, si je comprends, leur principale crainte, elle concerne la législation. Ça ne va pas forcément dans le bon sens en ce moment pour les rassurer. Donc vous avez là une vraie barrière. Comment vous y êtes pris tous les deux? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Et la première fois que vous avez donc levé de l'argent, combien c'était? Combien faut-il pour ouvrir un shop en moyenne? Et comment on s'y prend donc pour aller rassurer ses amis banquiers qui sont forcément frileux? Et on peut parfois les comprendre. Je n'ai pas de solution miracle, malheureusement. Après, tout ce qui se passe en ce moment n'est pas forcément mauvais pour eux. Parce que, par exemple, une taxation sur le liquide, eux le voient plutôt d'un bon oeil. Parce que ça veut dire que l'État croit en nous pour récolter et ramasser un nouvel impôt. Donc, ils vont miser sur l'avenir. Et la banque aime ça. Aujourd'hui, pour ouvrir un shop, encore une fois, pour ma partie, on a tout fait en fonds propres. Lorsqu'on a voulu démarrer le premier magasin, ma seule solution au vu des refus bancaires que j'ai essuyés de semaine en semaine, parce que je crois que j'ai vu à peu près toutes les marques qui ont pignon sur rue, ça a été de vendre ma bagnole et avec la vente de cette voiture pouvoir financer mon premier shop.
Alors à l'époque, c'est vrai que les premiers shops coûtaient peut-être un peu moins d'argent qu'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup moins de choix en termes de matériel, de liquide. Mais aujourd'hui, pour un magasin comme celui qu'on a ouvert il y a un mois et demi, il faut compter entre 40 et 50 000 euros, marchandises compris. Et aujourd'hui, on le fait essentiellement sur fonds propres. Les derniers fonds qu'on a demandé à la banque, c'était pour de l'immobilier, pour nos dépôts. Et vu que ça rentre dans un cadre projet immobilier, ils étaient déjà dans des codifications plus simples parce qu'il y a un bien qu'ils peuvent récupérer si jamais il n'y a pas paiement du crédit. Donc il y avait un besoin de 20% d'apport quand même. Ça c'est pareil, c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Et un financement sur 15 ans qui là n'a pas posé de problème pour nous en tous les cas. Ouais, moi c'est pareil, il y a 15 ans, effectivement, quand j'ai décidé d'ouvrir ma première boutique, j'ai vendu plus ou moins tout ce que j'avais. J'avais déjà une entreprise sur le côté, mais qui ne me plaisait pas, donc du coup, elle, je l'ai vendue. Et j'ai quand même levé un peu d'argent auprès de la banque. Forcément, j'ai eu des refus d'une quinzaine de banques. C'était pas simple. C'était même pas le projet qui n'était pas viable, c'est le secteur. Le secteur, pour eux, ça ne fonctionnait pas. Et je parlais donc d'hommes tout à l'heure, et j'ai eu la chance de tomber sur un homme, justement, avec qui j'ai pu parler de mon projet, et qui m'a aidé à le construire. Il m'a dit ça va pas, ça rassure pas, on travaille plus là-dessus, etc. Et à l'époque, j'avais levé, je crois, une trentaine de milliers d'euros. Et ça a pris, je sais pas, une semaine. Mais parce que voilà, il y avait toutes ces garanties autour, il y avait l'expérience que j'avais aussi auparavant de ce que j'avais pu faire dans mon parcours professionnel. Et donc il a été rassuré. Mais aujourd'hui, effectivement, pour ouvrir une boutique, il faut compter une quarantaine de milliers d'euros. Là, tu as l'emplacement, la déco, tu vas avoir toute la partie stock. Voilà, mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours cette notion d'apport. Aujourd'hui, les banques ne prêtent pas d'argent si tu n'as pas d'argent. Olivier. Alors moi, ma question, elle sera peut-être un petit peu plus pour Arnaud. Parce que quand tu ouvres un commerce de vape, t'as pas forcément un problème de légitimité. On va peut-être demander est-ce que tu t'y connais, est-ce que tu t'y connais pas, mais t'as pas forcément de problème de légitimité. Quand tu ouvres une usine, un lieu de production, quand on n'est pas chimiste, ce qui je crois est ton cas, comment est-ce qu'on arrive à convaincre quelqu'un, parce qu'en plus les montants sont pas les mêmes, effectivement à 40-50 000 euros, tu as une boutique de vape déjà très propre. J'imagine que pour ouvrir une unité de production, il y a des salaires différents, les machines coûtent beaucoup plus cher. Est-ce que c'est possible ça, si demain le kidam moyen veut se dire tiens, j'ai envie de devenir juice maker et d'avoir mon usine à moi avec mes machines à moi, mes gens avec des blouses à moi, est-ce que c'est possible d'obtenir un financement ou est-ce que là tu es contraint et forcé de le faire en autofinancement? Alors moi déjà j'externalise ma production pour la partie industrielle. Donc on conçoit les recettes, on homologue les recettes. On a tenté de faire notre unité de production, donc on a quand même investi dans des premières machines, des premières remplisseuses. Les banques honnêtement s'en moquent du diplôme que tu peux avoir. Encore une fois, c'est la solvabilité que tu as en face, c'est des chiffres qui te demandent, pour ma part en tous les cas. Et il n'y a pas de... Voilà, aujourd'hui, il rôde plus le chef d'entreprise que tu vas être. Si par le passé tu as eu des problèmes avec le tribunal du commerce, des impayés, des découverts, plutôt que vraiment ton métier en soi, parce que même pour les magasins, ils ne te demandent pas si tu as une formation dans le sevrage tabagique, des connaissances dans la vape. Ils vont regarder plus si tu es un chef d'entreprise qui est en capacité de tenir le navire et de rembourser tes traites. Donc voilà, nous pour la partie marque e-liquide, tous les outils qu'on a eu besoin pour la conception, la fabrication, la main d'œuvre, encore une fois, on a fait une grosse partie en fonds propres. Quand on avait acheté notre première machine d'embouteillage, on avait demandé un prêt bancaire, mais au vu de notre expérience et des garanties financières qu'on avait derrière face à ce crédit, il n'y a pas eu de complications, mais il n'y a pas eu non plus de demande de diplôme ou de brevet, quoi. On parlait aussi de moyens de paiement. Alors, c'est pas vraiment une banque, mais on évoquait tout à l'heure en off PayPal. De nombreuses entreprises ont eu des problèmes avec PayPal ou d'autres services comme ça. Est-ce que vous avez rencontré ce type de problème aussi? PayPal, moi, je l'avais en module de paiement aussi pour mon site de vente en ligne. Du jour au lendemain, ils nous ont coupé les comptes en bloquant l'argent en plus. On a mis un peu de temps pour le récupérer. Pour tout ce qui est module de paiement en ligne, ouais, ça c'est une petite galère parce que Mastercard, soi-disant, alors les banques se réfugient derrière Mastercard, mettrait des contraintes pour le développement de nouveaux contrats de modules de paiement.
Nous, notre banque, qui est notre partenaire depuis donc, du coup 2014, du fait qu'on ait un contrat ouvert, se servent de cette date d'ouverture de contrat pour dupliquer les contrats. Mais je sais que dans mon entourage, avec les marques avec qui je travaille, ils ont eu pas mal de complications pour pouvoir ouvrir ce type de contrat. Ouais. Toi, Anthony, tout ce qui est terminaux de paiement, tout ça, il ne te bloque pas? Non, moi, il ne me bloque pas. Et encore une fois, je passe tout par la banque. Je passe pas forcément par PayPal, etc. sur le site que je peux avoir. J'ai demandé directement à la banque. J'ai pas eu de complications à ce niveau-là, en tout cas. Quel conseil là, vous pourriez donner ici dans la salle? On a des professionnels, peut-être certains qui, comme vous, il y a quelques années, souhaitent se lancer. Voilà, très pratico-pratique, vous saviez 2-3 conseils, hormis le fait qu'il faille se financer en fonds propres, si je comprends bien au départ, et qu'en gros les amis banquiers deviennent peut-être des amis, mais un peu plus tard. Imaginons que ce ne soit pas le cas. Quels 2 ou 3 conseils vous pourriez donner chacun? Alors, moi, je donnerais un conseil un petit peu différent. Pour moi, c'est déjà savoir pourquoi on le fait. Parce que le commerce, ça reste quelque chose de difficile. On est quand même derrière un comptoir 6 jours sur 7, du matin au soir. Si on ne se rappelle pas pourquoi on le fait, pourquoi on se lève tous les matins, pourquoi on a envie de faire ça, déjà rien que ça, on ne va pas pouvoir avancer. La deuxième chose, c'est aussi, le troisième petit conseil, c'est d'avoir son plan de développement. C'est ok, c'est bien, j'ai ma boutique, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est quoi mon plan de développement à 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans? Encore une fois, ça va permettre de rester motivé et ça va permettre d'avoir cette envie de pouvoir continuer et de se lever tous les matins. Parce que ça reste un job difficile. Enfin, moi, pour le coup, effectivement, j'ai des très bons souvenirs avec des très bons clients, mais j'en ai aussi des très mauvais. Avec des gens qui ne sont pas contents. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, le troisième conseil, il est bateau, il est simple. Mais à un moment donné, il faut juste arrêter de réfléchir et continuer à avancer chaque jour. Oui, je pense que tu as tout dit, honnêtement. Mais ouais, nous, notre leitmotiv depuis 2014, et pourquoi au fait en 2014 on a démarré l'aventure, j'étais salarié d'une entreprise qui me plaisait énormément, sauf qu'il y avait des contraintes de développement qui me frustraient, et c'est pour ça que j'ai démarré cette aventure. Et moi je dis bien souvent, la vie est bien trop courte pour qu'on se prenne la tête, donc c'est de kiffer en fait tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai démarré l'aventure. Et avec la curiosité, la motivation et le plaisir, en fait, on peut faire n'importe quoi. Alors c'est vrai, tout n'est pas rose. Il y a des moments c'est compliqué, des moments on en a plein le dos et on veut arrêter. Mais d'un autre côté, on a quand même une liberté de créativité, d'horaire et surtout aucune limite en fait qui nous est imposée. Donc si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous en fait. Il faut surtout pas regretter parce qu'on a un frein qui se met face à nous, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une question ou deux pour nos amis? Pas de jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure, jeunes ou moins jeunes, il n'y a pas d'âge, hein, on est d'accord pour se lancer dans l'aventure. Vous aviez quel âge tous les deux quand vous étiez lancés? C'est pas compliqué, il y a 10 ans, j'avais 26 ans. 26. Et 24 ans. Ok. Olivier, peut-être le mot de la fin? Merci à vous. Je ne sais pas si on a rassuré les gens qui n'ont pas une Clio à vendre de se lancer dans le secteur. Je vous aurais peut-être posé, mais vous ne faites pas partie d'une franchise, mais votre avis sur les franchises. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent des tarifs très avantageux pour se lancer. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Vous n'êtes pas franchisé. Est-ce que vous réfléchissez peut-être à être franchiseur vous-même, à franchiser vos boutiques? Je ne crois pas que ce soit le cas non plus, à moins que. J'y ai réfléchi un petit peu il y a pas longtemps. C'est rigolo parce que je travaillais sur, en tout cas, les idées de business model franchise contre indépendance. Et les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Et quand tu as ton projet qui est clair, pas de problème, tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Par contre, si ton projet n'est pas clair ou tu as besoin d'un peu de soutien ou de pouvoir être aidé, accompagné, la franchise peut être une clé. Mais pas n'importe quelle franchise, ça dépend de ce qu'on t'apporte à côté. Et alors, je ne connais pas du tout les franchises dans la vape, je t'avoue, je ne m'en suis jamais penché là-dessus, ni ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, c'est une idée qui est en train de tourner tranquillement dans ma tête depuis peut-être 6-8 mois. Et peut-être qu'à terme, je développerai une franchise. Voilà, mais je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui vont avoir besoin d'avoir un cap, tu sais, d'être accompagné
parce que tu te retrouves vite seul derrière ton comptoir. Hein. Tu ouvres ta boutique, tu es tout seul. Bah, le matin, tu es tout seul. Le soir, tu es tout seul. Bah, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider, t'accompagner si tu as des problématiques. Personne qui va pouvoir t'aider à prendre de la hauteur. Et c'est, à mon sens, en tout cas, le but d'une bonne franchise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus nous voir. Et je vous souhaite une bonne fin de salon pour les autres. On se retrouve ici dans une demi-heure. Et on va parler écologie cette fois-ci, VAP et écologie. Deux mots qui vont très bien ensemble, n'est-ce pas, Olivier? On en parle dans une demi-heure. À tout de suite. Bon salon. Merci.